Bonsoir à tous, il est 20 h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 18 octobre. À la une ce soir, l'audience que le chef de l'État a accordée à Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, et le président Alassane Ouattara ont échangé sur des questions bilatérales et africaines. Et dans le cadre de cette coopération, Jean-Yves Le Drian et Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense, ont donné le premier coup de pioche des travaux de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. De Jacquesville, on ira à Yamoussoukro pour parler de l'ouverture du colloque sur l'œuvre de Père Houphouët-Boigny. Colloque ouvert par le vice-président ce jeudi 18 octobre, date anniversaire de la naissance de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Et en Éthiopie, le Premier ministre félicité pour la parité totale dans son gouvernement. Son équipe est composée de 10 femmes et 10 hommes, en effet. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Ce jeudi 18 octobre, c'est la date anniversaire de naissance de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Date qui coïncide avec l'arrivée de Jean-Yves Le Drian. Ce 20 h, il faut le dire, sera donc dominé par la visite du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Il a été reçu ce jeudi par le chef de l'État pour un entretien sur des questions bilatérales et africaines. La lutte contre le terrorisme a été aussi abordée. Et pour joindre l'acte à la parole, Jean-Yves Le Drian et le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, ont lancé les travaux de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Les travaux seront réalisés dans 10 mois à Jacquesville, nous dit Abou Sanogo. Dans 10 mois, sortira des terres de Mokonyere, village abrébi à Jacquesville, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, cette académie permettra aux pays africains d'avoir une expertise dans la lutte contre le terrorisme, en ayant la capacité d'anticiper et d'avoir du personnel formé dans l'identification des réseaux terroristes. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, ont procédé au lancement des travaux de la dite académie. C'est justement contre le terrorisme que nous avons décidé de lutter ensemble. Et c'est pour affirmer notre détermination à mener ce combat côte à côte que nous sommes réunis ici pour le lancement du projet d'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. La particularité, c'est le fait que cette académie réunira tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit des acteurs qui viennent du monde du renseignement, des unités spécialisées des forces armées, des forces de sécurité intérieure ou encore du monde judiciaire, pour qu'il y ait une approche globale de la lutte contre le terrorisme. Ici, nous venons mettre en place la vision des présidents Ouattara et Macron de prévenir un fléau qui déstabilise notre continent, l'Afrique et le monde, le terrorisme. Ici, nous venons poser un acte qui va permettre à nos populations de vivre dans plus de quiétude. Ici, donc, sera cette académie. Elle sera adossée à une base des forces spéciales ivoiriennes qui en assurera la sécurité et sera également un théâtre de vie et de mise en œuvre pratique de la vie de ces forces spéciales. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme sera bâtie sur une superficie de 1171 hectares. Il comprendra 2 espaces, l'un dédié aux bâtiments de l'Académie, avec un poste de commandement, des bâtiments académiques, dont un amphithéâtre de 200 places, ainsi que des logements. L'autre dédié à l'entraînement des unités spéciales, avec un village de combat et une zone nautique. Et en bref, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Jean-Yves Le Drian ont aussi lancé à Yamoussoukro le club franco-ivoirien pour l'éducation. Le reportage d'Alexis Ouedraogo dans nos prochaines éditions. Et au niveau d'Abidjan, le ministre français des Affaires étrangères a procédé à la signature d'un accord de siège entre le gouvernement français et ivoirien relatif au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Herman Guivet pour plus de détails.
L'accord de siège entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est signé. En quoi consiste concrètement cet accord? C'est un accord d'entente qui a tous les avantages d'un accord de siège et qui protégera donc les personnels expatriés de CIRAD, un peu dans le même esprit que nous l'avons fait pour les personnalités d'Expertise France il y a quelques mois à la faveur de la présence du secrétaire d'État en Côte d'Ivoire. Le CIRAD est un établissement public français à caractère industriel et commercial. Depuis 1989, il bénéficie de facilités fiscales et douanières en Côte d'Ivoire, n'ayant pas la qualité de mission diplomatique, d'organisme international ou d'organisation non gouvernementale internationale. C'est au bout de plusieurs échanges entre parties ivoiriennes et françaises que cet accord est finalement signé. Nous signons l'accord avec le CIRAD, qui est un bon accord qui valide l'expertise française et qui inclut le CIRAD dans les enjeux de développement et de croissance de votre pays. Le protocole d'entente validé par les deux parties, il entre en vigueur à la date de sa signature. Et dans l'actualité ce soir, le 113e anniversaire de naissance de Félix Houphouët-Boigny. Les souvenirs du père de la nation, le bâtisseur de ce pays, qui a longtemps œuvré pour la paix, sont encore vivaces. Sidonie Davila, Ouaka. Félix Houphouët-Boigny aurait eu 113 ans ce 18 octobre. Celui que le peuple surnomme le sage, le père de la nation, est le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Affectueusement appelé Nanan Boigny, il est celui qui a conduit la Côte d'Ivoire à l'indépendance le 7 août 1960. Il est encore dans les mémoires. Et avec lui, vraiment, nous avons vécu des moments exceptionnels. Étant en Côte d'Ivoire, un pays de paix, un pays d'harmonie, de gaieté et tout. En tout cas, avec le temps de Félix Houphouët-Boigny, on a vécu beaucoup de choses mémorables qui resteront des souvenirs vraiment gravés. C'est quelqu'un qui avait donc une vision pour le pays. Il avait donc mis en place la direction des grands travaux, qui est maintenant le BNET, et qui a élaboré donc toute la stratégie de développement du pays. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que quand on a perdu. Je pense que c'est l'image la plus remarquable, la plus nette qu'on retient de lui. Né le 18 octobre 1905, Félix Houphouët-Boigny est décédé le 7 décembre 1993. Aujourd'hui, 25 ans après son décès, les plus jeunes, qui ne l'ont connu qu'à travers les ouvrages et les témoignages des proches, restent admiratifs. Je n'étais pas née, mais j'ai entendu parler de lui. C'est lui qui nous a permis d'être indépendants aujourd'hui. Et c'est un modèle pour nous. Franchement, si nos politiciens aujourd'hui pouvaient regarder un peu en arrière et voir comment est-ce que ce grand homme-là dirigeait la Côte d'Ivoire, essayer de tricher un peu, ça serait bien. Planteur, chef traditionnel, médecin et leader syndical, le premier président ivoirien a été député ivoirien en France et ministre du gouvernement français. Il a également, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire, été maire d'Abidjan, président de l'Assemblée nationale et Premier ministre avant de devenir en 1960 le premier président de la Côte d'Ivoire jusqu'en 1993. Félix Houphouët-Boigny tient un rôle de premier ordre dans le processus de décolonisation de l'Afrique et domine jusqu'à la fin de sa vie la scène politique de la Côte d'Ivoire, son pays. Toute sa vie durant, il est resté attaché à la paix. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Il faudra recourir au dialogue. Message de Félix Houphouët-Boigny. Et dans le cadre de cet anniversaire, le vice-président a ouvert le colloque sur l'œuvre de paix d'Houphouët-Boigny. La remise du prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche a marqué l'événement à Yamoussoukro. La suite avec Léon Bro. Déborah, master de sociologie, et Célestin, docteur en histoire, les deux lauréats du prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche 2018. J'ai toujours voulu travailler sur les relations internationales de la Côte d'Ivoire, l'histoire des relations internationales de la Côte d'Ivoire. Et le professeur Deroux nous a confié ce sujet-là.
Et ça a été vraiment une aubaine pour nous, que nous avons vraiment saisi. En dépit de toutes les difficultés, nous avons foncé parce que c'était une passion. Je suis vraiment honorée et vraiment très fière du travail parce que ça n'a pas été facile, mais avec l'acharnement, le soutien de tous les chers maîtres et tous les autres collègues aussi, on a pu aboutir à ce résultat. Cette remise de prix ce 18 octobre marquant le 113e anniversaire de naissance de Félix Houphouët-Boigny à l'ouverture du colloque sur son œuvre de paix. 3 jours pour restituer et identifier les repères et ressources pour consolider l'héritage de paix, ce vrai héritage légué par Félix Houphouët-Boigny. La paix est non seulement souhaitable, mais possible si nous agissons par la réflexion et l'action à sa sauvegarde, à son maintien et à sa promotion. Et comme nous y exhorte Félix Houphouët-Boigny, je cite, « Puisse le 21e siècle être celui de l'Afrique, d'une Afrique unie qui apportera au monde, avec les fruits précieux de sa sagesse millénaire, de nouvelles raisons de croire en la pérennité de la race humaine et à sa grandeur. » Cette grandeur, comme en témoigne le PDCI-RDA, la famille politique qui l'a fondée, Félix Houphouët-Boigny, en a fait montre. Félix Houphouët-Boigny a laissé à notre pays, le PDCI-RDA, mais mieux encore, des valeurs cardinales que représente l'oufouettisme, fondées sur le partage, la solidarité, la fraternité et la justice sociale. Témoignage aussi du vice-président parlant au nom du président Alassane Ouattara. Daniel Kablan-Duncan indique les efforts de la classe politique actuelle pour préserver l'héritage de paix de Félix Houphouët-Boigny. Il s'insurge contre les violences des récentes élections locales, comme pour marteler l'urgence à consolider cette paix. Le président de la République condamne avec la plus grande fermeté ces violences, dont il conviendra le moment venu de situer les responsabilités à travers les voies appropriées, notamment judiciaires. Mais d'ores et déjà, c'est en considération de ces tristes événements qu'il faudra que ce colloque sur l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny identifie les clés contribuant à l'avancement de la paix dans l'esprit et le cœur des Ivoiriens. C'est l'héritage premier que nous a légué le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, qui disait, je cite, « La paix n'est pas un mot, mais un comportement ». Ce colloque, un pan de la commémoration du 25e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny, il mobilise plus de 100 participants d'Afrique et d'Europe, tous de la communauté scientifique. 24 heures avant cet événement de Yamoussoukro, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé avec une délégation de l'Organisation des Nations Unies ici même à Abidjan. C'est dans le cadre de la coopération entre l'organisation et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la consolidation de la paix sur le sol ivoirien. Jérôme Kofi Aboulin. Ils sont tous au service de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Tous, ils sont membres d'une délégation en mission d'évaluation sur la paix en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre qu'ils ont rencontré ce mercredi le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan qui, pour la circonstance, représentait le président de la République, Alassane Ouattara. On a utilisé cette opportunité pour transmettre notre gratitude, je parle en tant que président de la Commission pour la consolidation de la paix des Nations Unies, pour tout ce que la Côte d'Ivoire fait pour les Nations Unies, au sein des Nations Unies, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité et en tant que membre vraiment très actif de la Commission pour la consolidation de la paix. C'est un exemple à suivre, des exemples qui peuvent être disséminés dans d'autres pays. La Côte d'Ivoire et pas seulement un pays de l'Afrique de l'Est, c'est un pays très important, c'est un pays avec un grand potentiel, c'est un pays qui donne d'une certaine manière le ton dans la région et est aussi un contributeur important pour la paix et la sécurité, pas seulement en Afrique, mais au niveau des Nations Unies, parce que vous avez une contribution significative dans les missions de maintien de la paix. Ces responsables onusiens sont en Côte d'Ivoire pour y passer 2 jours à compter de la journée du 17 octobre 2018. L'objet de leur mission est de faire un suivi de la coopération des Nations Unies avec la République de Côte d'Ivoire. Cela dans le cadre de l'appui aux priorités du pays dans le domaine de la consolidation de la paix si chère aux Ivoiriens.
Et toujours dans le cadre de la coopération pour le maintien de la paix, le ministre des Sports, Dao Paulin, a été reçu par le président centrafricain et par le représentant du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Anne-Marie Nguessan. C'est à 13h30, ce mardi 16 octobre, avant la rencontre Centrafrique-Côte d'Ivoire, que le ministre des Sports, Dao Paulin, a été reçu par le chef de l'État de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra. Les échanges ont duré une vingtaine de minutes et il s'est agi de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique. Nous avons échangé avec le président pour lui apporter le message de fraternité, de solidarité du peuple de Côte d'Ivoire, du gouvernement ivoirien et en particulier du président Alassane Ouattara à son jeune frère, le président de la République centrafricaine. L'actualité sportive était également à l'ordre du jour. Nous avons mis en avant que le sport doit être un creuset de brassage fécond entre les jeunes générations africaines. Avant cette rencontre avec le président de la Centrafrique, le ministre des Sports avait rendu visite au représentant spécial du secrétaire général, chef de la MINUSCA, la mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Il était porteur d'un message du gouvernement ivoirien. Le président de la République a promis de s'engager et d'engager la Côte d'Ivoire aux côtés de cette mission pour le succès de la paix, pour consolider la cohésion nationale. Le représentant de la MINUSCA s'est dit honoré et reconnaissant pour cette marque de sympathie de la Côte d'Ivoire. Cette visite aussi est une expression de la solidarité de la Côte d'Ivoire à la République centrafricaine et de surcroît le message d'appui du président Ouattara à l'action des Nations Unies pour le maintien de la paix en République centrafricaine. Donc c'est une visite qui nous honore au plus haut point. Il a également indiqué que pour le système des Nations Unies, la victoire, c'est la paix en Centrafrique. Rendons-nous à Grand Bassam où des experts du monde de la communication et des médias se retrouvent pour élaborer le document politique national de la communication et des médias. Issaïo. La Côte d'Ivoire, bientôt dotée d'un document de politique nationale de la communication et des médias, PONACOM. Des experts du secteur sont à Grand Bassam pour élaborer une stratégie en vue de développer les domaines de la presse, de l'audiovisuel, des nouveaux médias, de la communication publicitaire et le porte-parole. Les modèles économiques des médias ont largement évolué. Il est également plus facile de créer n'importe quel support et je peux même dire sans autorisation et quasiment sans grands moyens avec un rayonnement transfrontalier. La liberté technologique impose un contenu qui ne respecte pas forcément les règles déontologiques. Nous vivons en somme une dictature de l'instant et surtout du sensationnel. Dans un tel environnement, comment garantir un équilibre général qui permette à nos médias de bénéficier pleinement de ce que les nouvelles technologies offrent en termes d'opportunités, tout en préservant l'âme et l'équilibre des différents métiers de l'écosystème ivoirien afin que les médias remplissent effectivement leur mission de régulateur social. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire va se doter d'un tel document. L'initiative est donc saluée par le ministre Bruno Nabagné Koné, représentant le Premier ministre. La Côte d'Ivoire qui gagne doit d'abord gagner avec le secteur de la communication et des médias. Cela est logique parce que vous avez, entre autres, le devoir de relayer tout ce qui se fait pour la transformation de notre pays. C'est pour cela que nous continuerons d'accorder une attention toute particulière à l'épanouissement de nos médias. Je voudrais donc ici réitérer notre volonté, celle du gouvernement, de toujours nous appuyer sur la responsabilité collective, celle qui donne à notre pays l'énergie pour se développer et pour préparer l'avenir en toute confiance. Le document de politique nationale de la communication et des médias en voie d'élaboration prendra en compte la période 2018-2023. Cette rencontre des experts de la communication s'achève ce vendredi à Grand Bassam. Dans le domaine de l'environnement, la décharge d'Aquedo, le trafic routier et le feu domestique sont les principales sources de pollution. C'est une étude de l'Union européenne qui l'a révélé, une étude sur la pollution de l'air à Abidjan et son impact sur l'environnement, le climat et la santé. L'étude concerne également plusieurs pays de la sous-région. Le reportage de Grace Kando.
9 morts sur 10 sont imputables à la pollution de l'air dans les pays en développement, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour changer la tendance, l'Union européenne a conçu un projet dénommé DASIWA pour mieux comprendre les impacts de la pollution en Afrique de l'Ouest. On parle beaucoup des gaz à effet de serre, des émissions nocives. Malheureusement, les études sont faites en Europe et très peu en Afrique de l'Ouest. Et ce projet essaye justement de comprendre concrètement comment ça impacte la qualité de vie des personnes qui vivent entre la région du Nigeria jusqu'à la Côte d'Ivoire. Des études ont été menées par des experts nationaux et internationaux. Il ressort qu'à Abidjan, 3 secteurs ont un niveau de pollution élevé, à savoir la décharge d'Akwedo, le trafic routier et le feu domestique. Il y a des foyers améliorés qui existent. Ces fours-là permettent de réduire les émissions, de réduire les quantités de combustible qu'on utilise. Le gouvernement peut prendre l'initiative de financer ces foyers améliorés qui sont beaucoup plus chers que les fours classiques qu'on vend, réduire même la quantité de bois, préserver la forêt. La mauvaise qualité de l'air a des effets sur la santé. On peut citer entre autres l'asthme, l'allergie et les troubles respiratoires. Nous avons reçu plus de 50 000 patients qui sont venus à l'hôpital et plus de 10 000 personnes ont expliqué, n'est-ce pas, aux médecins qu'ils avaient des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques et des problèmes cutanés. En plus de la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria sont aussi concernés par cette étude qui a duré 5 ans. Dans ce 20 heures, le parti unifié clarifie sa position sur certains points d'ombre liés aux élections couplées. Le RHDP appelle au rassemblement de tous les Ivoiriens. Sidonie Davila. Les élections locales ont donné leur verdict. Le RHDP, parti unifié, sort vainqueur. Il apparaît donc clairement que le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix est la première force politique de notre pays. Aussi, notez que ces élections interviennent à mi-mandat du président de la République et constituent un véritable baromètre très important pour tester de la légitimité des acteurs et du personnel politique en Côte d'Ivoire. Malgré les appels à l'apaisement, des actes de violence dans certaines localités avec de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine ont émaillé le scrutin. Le RHDP, parti unifié, déplore et dénonce toutes les dérives constatées sur le terrain. Le RHDP condamne avec la dernière énergie ces actes de violence ayant entaché ce dernier scrutin dans certaines localités et souhaite que le gouvernement fasse en sorte que les auteurs soient recherchés et qu'ils répondent de leurs actes d'incivilité devant la justice. Mamadou Touré et Adam Claude, les porte-paroles du RHDP parti unifié, se prononcent sur les accusations portées ces derniers jours contre le parti. Le RHDP ni le gouvernement n'a actionné la justice contre le PDCI. Ce sont des accusations totalement fallacieuses, je le dis, et que nous dénonçons avec force cette manière donc de faire de la politique et cette manière donc de ramener le débat très bas. Le RHDP continue de croire que malgré toutes ces invectives, notre force reste dans l'union. Désormais leader des partis politiques ivoiriens, le RHDP prône le rassemblement autour des valeurs essentielles que sont la fraternité et la paix pour actionner le développement. Après donc la campagne et le scrutin pour le renouvellement des conseils régionaux et municipaux, des candidats élus se prononcent ici même à Cocody, dans la Bagoué et à l'Indénié Djuablin. Serge Kolia et Mahama Traoré. Jean-Marc Yassé, c'est lui le maire élu de Cocody. Cet homme d'affaires, devenu le premier magistrat de la commune depuis le 13 octobre dernier, se veut un maire concret, prêt à relever les différents défis. Le moment de la joie est passé, le moment du travail est arrivé, parce que nous avons des comptes à rendre à la population, nous avons des engagements que nous avons pris vis-à-vis de la population, nous avons un programme que nous devons commencer à mettre en place dès maintenant. Les Ivoiriens et surtout les gens de Cocody verront que nous allons attaquer très rapidement les différents chantiers que nous avons proposés. Ses priorités pour son premier mandat dans la commune sont entre autres la décentralisation, la santé et la sécurité. Élu pour un deuxième mandat à la tête du conseil régional de l'Indénié Djuablin,
Abina Kwaku Pascal promet de poursuivre la politique de développement de la région, avec un accent particulier sur l'éducation des fils et des filles de la région. Nous allons continuer de construire encore des collèges de proximité. Et le clou de tout cela, c'est l'université d'Abangourou. Nous avons 1300 km qui nous ont été octroyés. Et ce programme va commencer dès la fin de la saison des pluies. Candidat unique à sa propre succession, Bamba Siama rempile pour un nouveau mandat. Ce mandat de 5 ans à la tête de la région de la Bagoué, le président Bamba Siama veut mettre l'accent sur la cohésion entre les fils et les filles et contribuer à l'autonomisation des jeunes et des femmes. Le premier mandat avait servi à rattraper un tant soit peu le manque d'infrastructures. Et le deuxième mandat, nous allons continuer à réaliser des infrastructures, mais nous allons beaucoup plus axer l'accent sur d'abord le rassemblement des enfants de la Bagoué et surtout développer les activités génératrices de revenus pour nos populations. Nous avons pas mal de projets que nous allons mettre en exécution pour améliorer les conditions de vie. À Bandoukou, Koné Iliassou signe un nouveau bail avec la population. Le maire élu s'engage dans la continuité pour le bonheur des populations de la commune. Il faut rester à l'écoute de la population qui attend beaucoup de nous. Et donc, dans un bref délai, je vais organiser un séminaire pour demander l'avis de la population. Nous devons absolument établir un plan stratégique de développement de la ville de Bandoukou. Ensuite, faire le programme triennal par rapport au plan stratégique de la commune de Bandoukou. Éléments sur les candidats élus signés Sidonie Davila, Serge Kolia et Mahama Traoré. On reste à Bandoukou où la maison de Samori tombe en ruine. Des milliers de visiteurs de passage dans la ville ont pu découvrir ce site historique bâti depuis plusieurs siècles. Notre reporter Serge Kolia a fait un constat sur place, son élément dans nos prochaines éditions. Le tour de l'actualité dans le monde au pas de course avec des escales au Bénin, en Algérie et en Éthiopie où le président vient de s'affirmer comme un adepte de la parité absolue. Laurent Sacho et Eman Guivé. Des institutions internationales dans l'Union africaine ont félicité le Premier ministre éthiopien pour avoir nommé une équipe composée autant d'hommes que de femmes. Selon l'Union africaine, c'est un pas important vers l'autonomisation de la femme et l'égalité des sexes. Des femmes ont reçu des portefeuilles clés comme celui de la paix, du commerce, de l'industrie et de la défense. L'Éthiopie est devenue le deuxième pays africain, après le Rwanda, à faire de la parité totale une réalité irréfutable de l'histoire du continent. Accusé de trafic de cocaïne, Sébastien Ajavon, principal opposant du président béninois Patrice Talon, ne compte pas se rendre à son procès prévu ce jeudi à Cotonou. Sur la recommandation de ses avocats, Sébastien Ajavon a décidé de ne pas comparaître en personne lors de cette audience, compte tenu des graves irrégularités de la procédure qu'il dénonce. Sébastien Ajavon avait été arrêté en octobre 2016 après la découverte d'environ 18 kg de cocaïne, d'une valeur de 14 millions d'euros, soit 9 milliards de francs CFA, dans un conteneur destiné à l'une de ses sociétés. Relaxé au bénéfice du doute et pour absence de preuves, il y a 2 ans, la Cour de répression des infractions économiques et terroristes compte bien entendre l'opposant, à nouveau jugé pour trafic de drogue international à haut risque. À l'issue d'une réunion extraordinaire, les membres du bureau de l'Assemblée nationale algérienne ont déclaré vacant le poste de président de l'Assemblée populaire nationale, l'APN, jusque-là occupé par Saïd Bouhadja. 5 chefs des groupes parlementaires issus de la majorité du Front de libération nationale ont exigé la démission du président de l'APN dans une pétition signée par 351 députés sur les 462 que compte la première chambre du Parlement algérien. Ils lui reprochent des dépassements et violations enregistrés au sein de l'institution législative. Malgré ces fortes pressions, Saïd Bouhadja refuse de démissionner, qualifiant de farfelues les accusations portées contre lui. Il dit attendre une injonction du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, avant de se retirer. Ainsi s'achève ce 20h supervisé par Hervé Blé et Adama Koné. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.